chaque fois que vous m'inviterez pour parler de l'éducation. Effectivement, on y voit une marque de confiance au plateau et surtout à Gabon Première. C'est la première chaîne, Oui. c'est la première des chaînes et c'est Gabon Première. Donc je reviendrai. Monsieur le ministre, à côté de moi, Eunice Biyogué, avec qui on va effectivement partager le plateau. Eunice, bonsoir. Bonsoir Steve. En général, le vendredi, c'est tout feu, olé olé. C'est olé olé. Oui. Et là, on va quand même, on va être dans le protocole quand même. Exactement, un format plutôt pédagogique sur une question importante qui est l'orientation. Oui. On a vu qu'il y a quelques semaines, ça fait l'actualité. Oui. Heureusement que nous avons sur le plateau Monsieur le ministre pour venir étayer la curiosité de certains. En tout cas, donner la bonne information au bon moment pour la bonne réaction. Monsieur le ministre est avec nous sur le plateau du Grand Bondja. On profite à saluer d'autres invités qui sont également sur ce plateau. Il s'agit donc du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, Monsieur Frédéric Mambenga Ilagou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Monsieur le Sécom, bonsoir également. Voilà. Et allez, on commence tout de suite, Monsieur le ministre, et actualité oblige, parlons de Covid-19. Notre pays, toujours comme les autres pays dans le monde d'ailleurs, sous l'emprise ou en totale lutte contre la Covid-19. Comment, à ce jour, le système éducatif de notre pays fait face à cette pandémie ? Le système éducatif a mis en place un dispositif de sécurisation sanitaire qui implique la distribution de tout ce qu'il faut, les masques, les thermoflash, les gels, l'installation de dispositifs de lavage des mains, et un contrôle régulier du respect du protocole qui a été mis en place avec le ministère de la Santé. La mise en place du dispositif a été faite dans le cadre d'un projet ambitieux de distribution de plus de 700 cubiténaires dans tous les établissements de la place. Ça avait commencé pendant les examens. Toutes les provinces aujourd'hui, sauf l'Ogooué maritime, ont reçu leur cubiténaire. Il y a quelques soucis dans le déploiement des cubiténaires pour certains coins reculés. Je pense que ce week-end, l'Ogooué maritime va recevoir par la Marine nationale, et je salue le partenariat avec le ministère de la Défense, va recevoir son lot de cubiténaires. Ce n'est pas simple, mais je pense que les dispositions qu'on a prises et le dispositif mis en place a permis de contenir la pandémie dans les établissements, puisque on n'observe pas de flambée de la pandémie dans nos établissements, dans les établissements publics. Alors, il y a eu quelques cas, on n'est pas à plus de 100, je pense qu'on ne les atteint même pas. Dans les établissements publics, il y en a un peu plus dans les établissements privés, mais dans tous les cas, on est loin de la flambée annoncée lors de l'ouverture des salles de classe. Donc c'est maîtrisé. C'est maîtrisé avec le concours du ministère de la Santé, du COPIL, avec qui nous travaillons chaque jour pour mettre en place le protocole quand il y a un cas qui est détecté, mettre en place le dispositif de mise à l'écart, de contrôle des cas contacts, toutes choses qui sont déjà bien rodées et qui nous a permis d'arriver à contenir, comme je disais, la pandémie au niveau des établissements. Mais il faut continuer, il ne faut pas se relâcher. D'accord. L'arrivée du vaccin va nous permettre... On en venait justement, Monsieur le ministre, l'actualité, toujours dans le domaine de la lutte contre la Covid-19, c'est bien sûr donc le lancement du plan national de vaccination. On a vu les plus hautes autorités montrer l'exemple. Ma question, vous vous êtes fait vacciner déjà, Monsieur le ministre ? Non, pas encore. Vous n'êtes pas éligible ? Si, oh que si, avec les enseignants. Oui. C'est juste que j'ai fait un voyage et que c'est dans une zone où la pandémie a connu une augmentation. Donc, je me fais d'abord tester 2 fois avant d'être vacciné. Ça se fera la semaine prochaine. Et tout ça est contrôlé par le COPIL. Et pour le corps enseignant, parce qu'on sait aussi que le milieu de l'enseignement est très exposé avec Mais les enseignants font partie des personnes, effectivement, qui sont éligibles pour les premiers tours de vaccination. Donc, dès l'instant où le ministre de tutelle aura donné l'exemple. On a un programme déjà bien ficelé avec le COPIL pour faire en sorte que les enseignants qui le désirent, et nous encourageons les enseignants à aller se faire vacciner, bien entendu, se fassent enregistrer et puis, le moment venu, qu'ils soient appelés pour leur passage. Monsieur le ministre, commençons avec la question justement de l'orientation. C'est un défi
pour le ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. C'est un défi pour le gouvernement quand on sait effectivement que la question de l'orientation scolaire est vraiment pointée comme un des éléments qui accroît le chômage à cause des choix hasardeux, fantaisistes ou non éclairés des jeunes souvent. Et donc il faut reformer le système d'orientation, un plan ou des stratégies innovantes, certains l'ont dit ainsi. On parle bien sûr donc du SIGOR et du SOSUP qui viennent comme des outils d'aide à la décision. Concrètement, monsieur le ministre, quelle est leur signification politique et puis aussi quel objectif global vous poursuivez à travers ces outils? Vous avez bien posé le problème. Le diagnostic de l'orientation a été fait lors des États généraux, rappelé lors de la task force. Et si on suivait un peu ce qui est contenu dans la loi 21-2011, qui reprend les recommandations des États généraux, si on avait suivi cela, on n'en serait pas là. Parce que les choses sont bien précises et demandent de mettre en place le secrétariat d'orientation très tôt et d'activer les différents leviers de l'orientation en 5e, en 3e, en terminale. Nous n'avons pas fait cela. Et faute justement de ne pas l'avoir fait, nous arrivons à ce que vous avez dit, des orientations par défaut et qui conduisent à l'échec scolaire et au chômage que nous connaissons. Donc nous n'allons pas inventer la roue, encore moins le fil à couper le beurre. Nous allons faire ce qui est prévu dans les États généraux et qui a été rappelé lors de la task force. D'accord. Déjà, la mise en place du SOSUP, le secrétariat d'orientation, pour le secondaire, universitaire et professionnel. Qui a donc pour but d'accompagner les enfants tout au long de leur parcours, du primaire au supérieur, de telle sorte que les choix qu'ils font soient des choix judicieux qui leur donnent le maximum de chances d'avoir un emploi. Ça n'a pas été fait. Alors, et ça n'a pas été fait, et c'est regrettable, d'autant plus que dans les textes, il est dit que le dossier qui va aux bourses, j'anticipe déjà sur une question que vous allez me poser, doit être accompagné de l'avis du conseiller d'orientation, ce qui n'est pas fait, alors que tout est prévu. Voilà un peu pourquoi nous sommes arrivés à cette situation-là. Et donc nous voulons réparer cela. Le secteur d'orientation, encore une fois, dont l'importance a été révélée lors des États généraux, a été mise en place par un décret signé en 2019. Le SIGOR, système gabonais d'orientation, qui est un outil informatisé, base de données, a été mis en place. Et nous avons lancé, dès l'année dernière, la formation des conseillers d'orientation à la manipulation et à la maîtrise des nouveaux outils d'orientation pour organiser des tests de personnalité, des tests d'orientation. Et c'est à l'issue de tout ce travail, bien évidemment, qui a mobilisé des conseillers d'orientation, environ 200, sinon plus, sur toute l'étendue du territoire, sur plus de 2 semaines, que nous avons constitué les dossiers des enfants soumis à la commission et qui a donné les résultats que l'on va certainement commenter. Des résultats que l'on va commenter, d'autant plus que il y a eu beaucoup, Eunice parlait déjà de cette actualité brûlante avec un lot de confusion, avec tellement de... On a vu des revendications ici et là, on a vu des incompréhensions, mais on va y arriver. Le temps effectivement de donner la parole à Eunice pour réagir. Exactement, et on va revenir mais vraiment sur l'incompréhension. Monsieur le ministre, vous avez présenté brièvement le SIGOR et le SOSUP, mais comment les élèves, les apprenants vont accepter, parce qu'on va le dire, on est dans un système qui est déjà connu, on n'aime pas trop le changement. Une fois qu'il y a changement, il y a incompréhension et on se retrouve dans des situations qu'on a vécues il y a quelques semaines. Comment les apprenants aujourd'hui vont connaître le système de fonctionnement du SIGOR et du SOSUP au niveau technique? Au niveau technique. Alors, il faut déjà dire qu'il y a eu des spots d'information pendant plus d'une semaine sur votre chaîne pour la prise en main du SOSUP. Du SIGOR. Nous avons prévu initialement une dizaine de jours pour prendre en main les enfants
dans les différentes salles. Plusieurs salles ont été ouvertes dans différents établissements, dans le respect des mesures de barrière, pour prendre les enfants par la main et pour leur expliquer. Chaque conseiller d'orientation avait un nombre d'élèves qu'il devait prendre, les terminales pour cette année, mais ça va se généraliser pour les autres niveaux d'enseignement. Donc chaque conseiller d'orientation, préalablement formé, parce que c'est leur spécialité, mais on ne les utilisait pas alors qu'ils ont été formés pour ça, chaque conseiller d'orientation a pris les étudiants par la main, leur a expliqué ce qu'il fallait faire, et j'insiste, nous sommes allés au-delà de la période initialement prévue parce que finalement, sur les 19 000 bacheliers, nous avons pu faire passer des tests d'orientation et prendre par la main près de 11 000 étudiants. Les 7 000 que nous n'avons pas pu prendre en compte sont ceux qui ont eu le bac au premier tour et qui étaient déjà partis. Donc 11 000 étudiants ont été pris par la main, ont subi des tests d'orientation, des tests de personnalité, des entretiens avec des conseillers d'orientation pour la prise en main et l'initiation au SIGOR, au système gabonais d'orientation, qui est une base de données qui existe à l'instar de ce qui existe ailleurs comme Parcoursup, et qui permet d'émettre des vœux, puisque dans cette base de données, il y a un ensemble d'informations dont l'étudiant doit prendre connaissance préalablement, les métiers qui sont disponibles, les disponibilités dans les établissements, les métiers porteurs, les métiers qui sont plus facilement fléchés pour les bourses. Donc toutes ces informations-là ont été mises à la disposition des élèves. Et à partir de ces informations-là, ils devaient émettre des vœux. Ces vœux devaient remonter au niveau de la commission du SOSUP pour examen et décision finale, en sachant que dans le processus, il avait été bien évidemment prévu un recours. Il s'est passé que les enfants ont confondu l'émission d'un vœu avec une décision définitive. Ça a été un des premiers problèmes qu'il a fallu résoudre et qui a provoqué la situation que vous avez exposée tout à l'heure. On va revenir effectivement sur cette situation qui a fait polémique. Hein. Oui. On a tous un neveu, une nièce, nouvellement bachelier, qui rentrait à la maison et puis qui dit moi j'avais demandé ça, moi j'avais sollicité ça, j'avais effectivement émis le vœu de faire ça. On m'a envoyé, non seulement je ne suis pas dans ce que j'avais souhaité, mais en plus on m'a envoyé ailleurs. On va revenir sur tous ces aspects progressivement, monsieur le ministre. Le temps d'aborder un autre aspect. Dans le cadre justement de ce travail, il y a un partenariat qui a été, que vous avez contracté donc avec l'Office national de l'emploi, l'ONE. Là aussi, grosse incompréhension entre les élèves, les bacheliers qui allaient à l'ONE. Alors, c'était... Et pour le coup, on parle d'orientation, mais finalement, beaucoup semblent avoir été totalement désorientés sur la question. Comment le partenariat avec l'ONE est structuré et quel est l'objectif là aussi? Alors, là aussi, il y a un profond malentendu, mais je vais déjà prendre ma part dans ma part de responsabilité dans ce malentendu. Nous n'avons pas assez communiqué ou nous avons mal communiqué. Il n'y a pas de partenariat avec l'ONE. L'ONE est une structure du ministère de la formation professionnelle. Donc, le ministère de la formation professionnelle a tutelle sur l'Office national de l'emploi. Ministère du Travail, la fonction publique, la formation professionnelle. Alors, le ministère de la fonction publique, la formation professionnelle assure la vice-présidence du SOSUP, du secrétariat d'orientation dont on a parlé. Donc, le secrétariat d'orientation, c'est orientation, c'est scolaire, c'est universitaire, c'est professionnel. Donc, l'orientation professionnelle implique évidemment que certains élèves, comme cela est stipulé dans la loi d'orientation, certains élèves, par rapport à leur disposition, à leur prédisposition, soient orientés vers la formation professionnelle ou, en fonction de leur âge, vers l'insertion professionnelle. Donc, c'est dans les attributions du SOSUP, et l'ONE, est le directeur général de l'ONE, en ses qualités, est membre du SOSUP. Et je vous ai dit que le SOSUP était sous tutelle du ministère du Travail, de la formation professionnelle. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses que l'ONE soit dans le processus de l'orientation. Et que fait l'ONE concrètement? J'y viens, d'autant plus que une des missions de l'ONE, c'est non seulement de trouver de l'emploi, mais de former, de faire des bilans
et au terme des bilans, de proposer une formation qui peut s'étendre sur 1 mois, sur 2 mois, sur plusieurs mois. Et donc, l'ONE intervient déjà parce qu'il est dans le processus, mais il intervient en tant que pivot d'un écosystème d'orientation qui va accompagner les élèves qu'on n'a pas pu orienter du fait de leur disposition, du fait de l'examen de leur dossier, qu'on n'a pas pu orienter vers l'enseignement général, vers l'enseignement technique, mais qu'on a orienté vers la formation professionnelle ou l'insertion professionnelle. L'ONE va mettre en place cet écosystème qui va impliquer la formation professionnelle, l'insertion professionnelle et toutes autres structures qui seront en charge d'accompagner les enfants, soit vers une formation professionnelle de différentes durées, soit vers l'insertion professionnelle avec les différents mécanismes qui existent à l'ONE, contrat d'apprentissage, tout type de contrat, soit pour des situations particulières, d'autres situations qui sont également dans les codes de l'ONE. Donc, le problème vient du fait qu'on a une représentation de l'ONE qui est réductrice. On pense que les enfants ont pensé qu'on les envoyait au chômage, s'inscrire au chômage. Il ne s'agit pas de cela. Il faut que les choses soient On l'a entendu, claires. hein, monsieur le ministre. Nous, comme nous sommes les enfants des pauvres, on nous envoie à l'ONE. Alors, maintenant, je vais dire quelque chose. Il y a 2400 et quelques élèves qui ont été envoyés à l'ONE sur les 19 000 bacheliers. Il y a 1000 recours. On a eu 1100 et quelques recours. Sur les 1100 et quelques recours, il n'y en a qu'une centaine parmi les 2400 qui ont été orientés à l'ONE. Donc, au-delà du brouhaha, la très grosse majorité des enfants orientés à l'ONE ont accepté leur choix. Il convient maintenant au gouvernement de les accompagner. En parlant Et justement... Oui. Allez-y, contrairement à ce qui a été dit, le gouvernement va les accompagner. De la même manière qu'il accompagne les étudiants qui bénéficient de la bourse ou d'autres allocations pour suivre leur formation. Sur cette question, monsieur le ministre, quels sont les élèves concernés finalement? Quelle catégorie qui étaient orientés à l'ONE? Sur quelle base aussi? Alors, permettez-moi de revenir sur le vœu. Vous savez, il faut dire la vérité aux enfants. Nous sommes là pour régler un problème crucial, l'avenir des enfants. Nous n'avons pas vocation à fabriquer des chômeurs. Et nous ne faisons que ça parce que nous avons mis la poussière sous le tapis et nous avons fait comme l'Autriche. Donc, il ne faut pas mentir aux enfants. Dites-nous toute la vérité, monsieur le ministre. Un élève, pour prendre un exemple, un élève qui émet le vœu d'aller en faculté de droit, veut examiner et on se rend compte qu'il a 7 de moyenne en français, il a eu le bac à 26 ans. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de le laisser aller dans ce choix-là alors qu'on sait qu'il a peu de chances, sur la base de ses dispositions intrinsèques, il a peu de chances de réussir. Il a peut-être 2 ou 300 sur 1000, d'autant plus que nous avons travaillé avec les établissements qui nous ont donné leur disponibilité en place. Nous lui disons, au terme d'un entretien, parce que les tests de personnalité, les tests d'orientation ont été faits. Les conseillers d'orientation ont sensibilisé les enfants sur leur choix. Nous lui disons, il vaut mieux pour toi, ayant eu le bac à 25 ans, 26 ans, d'aller vers une formation professionnelle, vers une insertion professionnelle. Nous n'allons pas l'obliger, nous ne pouvons pas obliger un enfant à accepter notre choix. Mais nous l'incitons fortement à suivre notre recommandation. Parce que finalement, cette confusion entre l'orientation et l'octroi de la bourse est génératrice de ces angoisses chez les enfants, qui pensent précisément que l'orientation est liée à la bourse, en partie, mais pas totalement. Donc, je me permettais de revenir sur ça pour vous dire, nous avons l'obligation, c'est un métier l'orientation. Il y a des gens qui sont formés pour orienter les enfants. Donc, ils font ce travail. Encore une fois, faute de ne pas l'avoir fait, nous sommes arrivés au résultat que nous connaissons. D'accord. Laissons les conseillers d'orientation faire leur travail. Donnons-leur les outils, accompagnons les enfants. C'est en général, pour répondre à votre question in fine, des élèves qui ont eu le bac à 24 ans en moyenne, et là-dedans, il y en a qui ont le bac à 25, 26, 27. Donc c'est le critère d'âge qui a le plus critère d'âge prévalu. et le dossier. Et le dossier. Si un élève a 26 ans, 27 ans, il a un bac C
avec une mention 15-16, il a eu certainement des parcours dans sa vie, mais il a toute chance de suivre la discipline ou le métier qu'il veut choisir. D'accord. Eunice? Monsieur le ministre, restons sur la question de l'orientation et l'octroi des bourses. Nous savons que de réels problèmes se posent parce que l'orientation des admis au bac à la première session bénéficie d'emblée de l'aide de l'État et généralement ceux qui sont admis en deuxième session ne bénéficient pas forcément de l'accompagnement de l'État. Monsieur le ministre, dites-nous la vérité sur la politique d'octroi de la bourse en 2019-2020, voire jusqu'à ce jour. Quel est le bilan d'étape que vous faites? Alors, il n'est pas juste de faire cette distinction entre ceux qui ont eu de jurés, c'est-à-dire il n'y a pas de texte en réalité qui permettent de dire que ceux qui ont eu le bac au premier tour vont être favorisés par rapport à ceux qui ont le bac au second tour. Bon, c'est déjà un avantage. C'est un avantage, pourquoi? Parce que dans cette phase de transition, en réalité, et nous étions dans un contexte particulier, où nous avons passé le bac en retard, les enfants ont eu leurs résultats en retard, beaucoup avaient des inscriptions déjà à l'étranger, les cours avaient commencé. Donc, pour être pratique, l'Agence nationale des bourses et stages, l'Agence nationale des bourses et stages, l'Agence nationale des bourses, il n'y a plus les stages, du Gabon, a octroyé des bourses à ses élèves du premier tour. Évidemment, en s'appuyant sur le décret 404 qui régit l'attribution, la suspension des bourses. Donc c'est, encore une fois, dans un contexte particulier, pour ne pas pénaliser les enfants qui étaient déjà en retard, que les élèves du premier tour ont eu la possibilité, sans être orientés, ils font partie du gros lot de ceux qui n'ont pas subi des tests d'orientation, ont eu la possibilité d'avoir la bourse. Mais aucun texte dans les faits, oui, ça peut se comprendre, mais aucun texte ne fait vraiment la différence entre le premier tour et le second tour, même le 404. Est-ce qu'aujourd'hui, l'orientation par le SOSUP signifie d'emblée octroi de bourse? Non. Ni l'orientation par le SOSUP ne signifie nullement octroi de bourse, pas plus qu'il ne signifie suspension ou non-attribution de bourse. L'orientation, c'est un dispositif qui est mis en place pour aider les enfants et les parents. Parce que ce que l'on ne dit pas, c'est que dans le processus d'orientation que nous avons mis en place, il y a le vœu des enfants, il y a le vœu des parents qui sont remontés au niveau de la commission technique. Et d'ailleurs, parfois, il n'y a pas congruence entre le vœu des enfants et le vœu des parents. Les vœux s'opposent. Les vœux peuvent s'opposer. Oui. On connaît beaucoup d'enfants qui veulent aller dans des disciplines techniques ou professionnelles et les parents les en dissuadent. Donc, la commission de techniciens d'orientation prend les dossiers des enfants, dossier terminal, mais aussi le dossier des années antérieures, regarde les notes au bac et statue sur le vœu de l'enfant qu'il compare avec le potentiel des enfants, avec les métiers porteurs, avec le marché de l'emploi, avec l'enveloppe des bourses et recommande à l'enfant d'aller dans tel domaine ou dans tel autre. D'accord. Pour la petite histoire, il y a eu 19 000 bacheliers, il y a eu, j'insiste là-dessus, il y a eu 1000 recours. Il y a eu 1000 recours. Donc, resituer un peu les choses dans leurs proportions, nous avons commencé quelque chose de très difficile. En une année, mettre en place ce système dans un contexte particulier, mettre en place la base de données qui va avec pour permettre de faire ce travail-là, centraliser toutes ces informations dans cette base de données-là, la rendre accessible. Il n'y a quasiment pas eu de bug. Il n'y a quasiment pas eu de bug. La rendre accessible en quelques mois, je pense que malgré les quelques difficultés liées essentiellement à la communication, c'est un travail qu'il faut apprécier sans faire dans l'autosatisfaction à sa juste valeur. Beaucoup y reviennent effectivement sur la question de la communication, des parents qui, eux, à leur niveau également, sont désorientés, de peut-être la communication qui n'est pas allée au plus près pour préparer aussi justement les enfants, les parents. Alors, vous répondez à quoi à cela, Monsieur le Ministre? On doit pouvoir mieux faire de ce point de vue. Nous avons péché dans la communication. Mes collaborateurs ont été instruits de corriger cela. Je vais vous prendre un exemple.
nous avons ouvert à l'ENS, à l'ENSET, des filières qui n'existaient pas. L'ENS et l'ENSET ont pour vocation originelle de former pour le métier d'enseignant. Et lorsque l'on réussit ce concours et qu'on obtient son diplôme, on est intégré à la fonction publique. Mais nous avons demandé à l'ENS et à l'ENSET d'ouvrir des formations particulières auxquelles ont accès des enfants sans passer par le concours, mais qui ne donnent pas au métier de l'enseignant, mais plutôt au métier de l'entreprise ou à l'auto-emploi. Et nous avons orienté les enfants vers l'ENS et l'ENSET pour ces filières-là. Ils vont accéder à l'ENS, à l'ENSET, sans concours, mais ils y accéderont pas pour être enseignants, mais pour faire des BTS ou d'autres diplômes qui vont les conduire vers le marché de l'emploi, vers les entreprises. Et nous avons expliqué ça, mais nous avons expliqué ça un peu tardivement. Les enfants se sont retrouvés un peu déboussolés parce qu'ils ont pensé qu'on les a orientés dans des structures pour faire des concours, alors que les concours avaient déjà eu lieu ou les concours n'auront jamais lieu, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il faut apprécier cela. Il y a près si on prend l'ENS et l'ENSET, il y a entre 400 et 500 places qui ont été ouvertes pour ces formations-là. Nous allons continuer avec ça et je crois que c'était important de le relever tout en prenant sur nous le fait d'avoir mal communiqué. Mais nous allons corriger cela. Monsieur le ministre, vous semblez, vous êtes très optimiste à se voir et vous semblez présenter le SIGOR et le SOSUP comme la clé de voûte finalement au problème de l'orientation dans notre pays. Ça va vraiment régler ce problème en définitive, monsieur le ministre ? C'est Einstein qui dit ça. Hein. La folie, c'est faire la même chose en espérant que ça change, mais ça ne change pas. On a fait la même chose pendant longtemps et on en est là. On en est là. J'aime autant dire que la mise en place du SOSUP, et je le rappelle, est une recommandation des États généraux reprise dans la loi d'orientation. Ouais. Je n'ai pas participé aux États généraux, donc je ne prêche pas pour ma chapelle. Mais c'est une bonne décision. D'ailleurs, nous avons toujours été formés comme ça. Un enfant doit être accompagné dans son parcours scolaire. Donc je pense que ça tombe sous le sens d'avoir une structure qui s'occupe de l'orientation. D'avoir un outil informatique qui permet aux élèves d'émettre leurs vœux, c'est ce qui se fait dans les grands pays. Je pense que à l'échelle de la sous-région, nous sommes les premiers peut-être à avoir initié cela, peut-être même à une échelle plus grande au niveau subsahárien. Je ne dis pas que tout est parfait, loin s'en faut. Pour changer de paradigme, passer d'un système où on ne faisait plus du tout de l'orientation à un système où l'orientation est mise en place, ça nécessite qu'on tâtonne parfois, qu'on se plante, que les choses peuvent être mal comprises, surtout quand on n'a pas bien communiqué. Mais il n'y a pas d'autre issue que de passer par ce chemin-là. Encore une fois, nous avons tout essayé avant et nous avons le résultat. Monsieur le ministre, parlons de la situation de l'université Omar Bongo, avec là aussi cette commission de recours au SOSUP. Pour le cas spécifique de l'université Omar Bongo, quelle est la situation et quel bilan on fait ? Alors, l'université Omar Bongo, il faut déjà comprendre que c'est une université qui est saturée. Nous aurions voulu envoyer le moins d'étudiants possible à l'université Omar Bongo, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions. Nous avons acquis un déficit c'est évident, il ne faut pas se voiler la face, dans la construction des universités, dans l'accueil des étudiants, que nous sommes en train de corriger. Que nous corrigeons comment ? Déjà, il y a des travaux de réhabilitation de l'université. Il y a 7 amphithéâtres. Il y a 7 amphithéâtres qui ont été réhabilités et certaines d'entre elles ont vu leur capacité augmenter. De 50%, voire de plus de 50%. Sont-ils déjà opérationnels ? Seront-ils opérationnels ? À quel moment ? Ils sont terminés, ils vont être livrés les jours qui viennent pour permettre le déroulement des cours dans des meilleures conditions. Donc, mais il est évident que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas seulement avec cette disposition-là qu'on va régler la question des sureffectifs à l'UOB. Il y a d'autres projets qui sont en cours. Il y a l'université numérique, il y a d'autres universités, il y a l'université des sciences de l'éducation. Il y a un dispositif qui est en place pour régler progressivement la question
du sureffectif à l'université parce que trop de personnes viennent à l'université par défaut. Donc nous aurions voulu, bien évidemment, envoyer le moins de personnes à l'université. Trop de personnes viennent à l'université par défaut et surtout, les capacités de l'université n'ont pas bougé depuis très longtemps aussi, disent certains. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nous commençons à le régler en augmentant la capacité de certains amphithéâtres. Et ça, c'est déjà le cas. Nous avons augmenté la capacité de 2 à 3 amphithéâtres qui vont être livrés les jours qui viennent. C'est terminé. Les travaux sont faits. Maintenant, encore une fois, il faut faire plus et nous travaillons à faire cela. Maintenant, comment on a orienté les enfants à l'université, les étudiants à l'université? Beaucoup ont choisi d'aller à l'UOB. Nous avons orienté certains étudiants dans le privé. Et justement, du fait du problème de communication, lors de la commission de recours, ils ont émis le vœu de revenir, d'être orientés à l'université. Souvent, c'est des enfants de familles démunies parce qu'ils ont pensé que leur scolarité n'allait pas prise en charge dans le privé. Donc, ils sont autour de 700 qui ont émis le vœu de revenir à l'université Omar Bongo. Et évidemment, la commission de recours a entériné pour plus de 700 personnes ce retour à l'université Omar Bongo. Il reste que nous avons encore 2000 à 2400 élèves qui sont restés dans le privé, j'aime autant le rappeler, et qui seront pris en charge par l'État. Donc, il y a des élèves qui ont fait le choix par eux-mêmes d'aller à l'université, à l'UOB. Il y a des élèves qui ont été orientés à l'UOB par la commission en fonction de leur dossier. Ouais. Et puis, il y a des élèves que la commission a orientés dans le privé qui ont choisi de revenir à l'UOB. Il est évident que nous aurions aimé avoir plus d'élèves dans le privé ou d'avoir d'autres universités publiques avec des capacités permettant d'absorber cette demande-là. Ça n'a pas été possible cette année. À partir de l'année prochaine, ça sera déjà possible. Et j'insiste pour dire que la capacité de certains amphithéâtres de l'université Omar Bongo a été augmentée dès cette année pour répondre, ne serait-ce que partiellement, à ce besoin-là. Nice. Alors, Monsieur le ministre, on voit bien que la projection est réelle. Vous parlez de 2022, mais revenant à 2021, on sait qu'il y a des bacheliers qui n'ont pas encore entamé leur année 2020-2021. À quand la rentrée pour ces futurs étudiants de l'UOB? Alors, je veux rassurer les élèves, les étudiants. Je vais les rassurer tout en étant conscient et en comprenant leur angoisse. Mais quand je rassurais l'année dernière sur la possibilité de faire le bac dans les conditions qui étaient celles que vous connaissiez, il n'y a pas beaucoup qui avaient parié un sou sur l'effectivité de cette possibilité-là. Donc je vais les rassurer. Vous savez, on a beaucoup décrié, tiré sur le système LMD. L'avantage du système LMD, c'est qu'il permet la souplesse et qu'il permet de rentrer à plusieurs niveaux. Et il faut qu'on sorte de la vision que l'on a de la rentrée uniforme, surtout pour l'enseignement supérieur, uniforme à la même période pour toutes les universités. Ce n'est pas pour autant que la situation de l'UOB est une situation normale, avec ce calendrier à 1000 vitesses. Ça, c'est déjà le problème général. Il suffit de regarder partout, dans les pays anglo-saxons notamment, il y a plusieurs rentrées pendant l'année. Évidemment, quand on a dit ça, on ne va pas se voiler la face. On n'a pas réglé le problème de l'UOB. On ne va pas se voiler la face, mais ça fait partie de la solution pour les enfants qui sont inquiets et par rapport à la question qui a été posée, pour les rassurer que le calendrier va être aménagé pour qu'ils commencent les cours au mois d'avril, dans 2 semaines pour certains, dans 2 semaines et demie pour d'autres, et nous allons aménager le calendrier de telle sorte qu'ils finissent leur année 2019-2020 et qu'ils commencent leur année 2020-2021. D'ailleurs, pour la plupart, l'année 2019-2020 est déjà terminée. Donc, de ce côté, je voudrais rassurer les étudiants. Je les ai reçus, j'ai reçu leur porte-parole pour leur dire, les futurs étudiants, que nous allons effectivement faire en sorte que leur année soit sauvée, quitte à rogner quelques mois de vacances. Mais regardez dans le secondaire, nous avons quasiment 5 mois de cours. Nous sommes partis pour prendre une analogie et vous montrer qu'il faut avoir des solutions innovantes. Nous avons travaillé pendant longtemps, et nous allons y revenir certainement sur les trimestres. Et puis, compte tenu du fait qu'on ait commencé les cours en novembre, on a décidé de passer au quadrimestre. Et les élèves sont allés en classe en novembre,
Ils ont fait novembre, janvier, février, novembre, décembre, janvier, février, mars. Avec tout au plus une semaine de vacances en décembre. Donc, ils ont travaillé de manière intense et ça nous a permis de gagner quelques semaines qu'on avait perdues parce que nous avons commencé les cours en retard. Quel bilan concret? Là, vous parlez effectivement du timing qui a été plus ou moins qui a été respecté, de ce quadrimestre également un système innovant qui a eu aussi son effet tant positif que négatif en ce qu'il a perturbé beaucoup d'élèves, disent-ils. Pour vous, je voudrais qu'on en fasse l'étude avant de dire ça. Oui, pour vous, alors nous, on essaie de retranscrire ce que disent effectivement les élèves sur le terrain. Le bilan concret de ce système quadrimestre, justement, à votre niveau, quel est-il, monsieur le ministre, au niveau du ministère? Écoutez, je pense qu'il faut attendre la fin de l'année, mais pour l'heure, les enseignants, il faut prendre aussi l'avis des enseignants, de ce qu'il me revient. D'ailleurs, vous avez vu qu'au début, parce que la nature a horreur du changement. Hein. Au début, on a crié comme si la trimestrialisation était consubstantielle à l'organisation de l'année, mais la trimestrialisation, ça a eu un début. La semestralisation existe aussi. La quadrimestralisation existe. Et dans des situations particulières, on choisit une solution ou une autre. Donc, je pense que le travail était intense. Et encore une fois, il fallait rattraper les semaines qu'on a perdues. Les élèves ont fait 8 mois sans aller en classe. Ben, ils ont fait 5 mois de cours. Ça leur a permis de monter progressivement en puissance parce que nous avons commencé tout doucement. Et d'ailleurs, il faut... il faut réciter les choses en contexte. Quand nous avons commencé en novembre, tout doucement, avec des horaires allégés, on a crié sur nous en disant que les élèves n'avaient pas suffisamment d'heures. Et puis progressivement, on est monté en puissance et nous avons finalement atteint le quota horaire qui est nécessaire pour valider les semaines. Et de ce qu'il revient des enseignants, la clôture du trimestre, donc la préparation des notes, les bulletins, a été beaucoup plus aisée qu'elle ne l'est parfois dans le cas du trimestre. Donc, il faut faire un bilan général, il est trop tôt de le faire, mais nous avons pu aller au terme de la formation. Eunice, l'émission toujours interactive, on n'oublie pas tous ces nombreux internautes et également téléspectateurs qui réagissent à travers le WhatsApp de l'émission, mais aussi à travers la page Facebook Groupe Gabon Télévision. Vous nous y regardez, n'hésitez pas de poser des questions. Il nous reste encore une dizaine de minutes à passer avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, le professeur Patrick Mugiama Daouda. On prend quelques messages des téléspectateurs, Eunice? Effectivement, nous allons prendre quelques messages des téléspectateurs bien connectés depuis le début de cette émission. Nos civilités au ministre, s'il vous plaît, monsieur le ministre, pour ceux qui ont été orientés à l'UOB, les inscriptions auront lieu quand? Si oui, quand? Le ministre a déjà répondu, donc on va passer. Il a dit en avril. Vous avez dit dans les deux semaines à venir. Au mois d'avril, les cours vont commencer à l'UOB, il n'y a aucun doute là-dessus. Bonjour, je prends l'émission en cours. Vous faites bien de soulever ce problème houleux. Monsieur le ministre, nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes dans les écoles où vous les avez orientés. Les établissements nous laissent savoir que l'État s'est désengagé. Comment allons-nous faire, nous parents démunis? Mon fils, l'établissement où il a été orienté coûte 1 500 000. Où vais-je avoir cet argent qui est fortement au-dessus de mes moyens? Alors, il y a deux choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une commission de recours. Et pendant la commission de recours, il y a eu, je crois, 54 élèves qui ont choisi par eux-mêmes d'aller dans le privé, que la commission de recours a réorienté dans le public, et les parents ont décidé de les maintenir et de prendre en charge par eux-mêmes la scolarité de leur enfant. Ce n'est pas un nombre important, c'est 54 étudiants, donc 54 familles. Et puis, il y a les 2400 qui sont dans le privé. Nous avons 2400 élèves dans le privé que l'État a envoyés dans le privé, ou dont on a confirmé le vœu d'être dans le privé. Il faut bien se dire une chose. Envoyer des enfants dans le privé par l'État n'est pas une innovation. Ça se fait depuis 2012, voire un peu plus tôt, avec des établissements avec lesquels l'État a un partenariat. C'est vrai, il ne faut pas se le cacher, qu'il y a eu des problèmes de paiement, de retard de paiement par l'État de certains frais de scolarité dans ces établissements. Mais pour être franc, il y a eu aussi de la part de certains établissements des situations pas claires et certains d'entre eux ont d'ailleurs été convoqués à la task force sur les finances pour justifier justement cette dette-là. Donc nous mettons les choses à plat. Ça, c'est le premier élément
de réponse qu'il faut avoir. L'État ne se désengagera pas par rapport à ses responsabilités, par rapport au fait qu'il ait envoyé des enfants dans le privé. Il n'y a rien qui interdise de le faire. Encore une fois, dans le supérieur, c'est en place depuis quelques années. Nous allons continuer avec cela parce qu'un bon système d'éducation est un système qui mixte le privé et le public. Nous avons été dans le public pendant longtemps. Faisons un peu de place au privé, mais pas à n'importe quel privé. Maintenant, au niveau des prix. Oui. Parce que c'est vraiment au niveau des prix. Oui. Je vous disais tantôt qu'il y a eu des abus et que certains établissements ont été amenés à justifier certains frais. L'État s'engage, et le dialogue a commencé avec certains établissements privés, à payer la scolarité des étudiants qui ont été envoyés dans le privé, dans la limite d'une somme soutenable pour l'État et qui restera correcte dans le cadre d'un système éducatif qui n'est pas un système marchand. Monsieur le ministre, on va vous permettre on va essayer de prendre un maximum de questions, mais pour ça, on va vous demander d'être très concis dans les réponses pour qu'on vous pose le plus de questions possibles des téléspectateurs. Eunice, on y va. Bonsoir, s'il vous plaît. Nous avons les aspects de l'orientation, mais nous voulons savoir quand nous devons commencer les cours à l'ENS et à l'INSET. C'est quand les inscriptions. Bonsoir, j'aimerais savoir qu'en est-il des élèves orientés dans les écoles supérieures qui n'ont pas de moyens de se faire inscrire? L'État nous prendra-t-il en charge? Je pense qu'il y a déjà une réponse. Est-il encore possible de faire un recours pour une université quelconque? Théoriquement, la commission des recours est close, mais nous enregistrons encore des recours que nous prenons comme ça. Il n'est pas facile de répondre favorablement à toutes les demandes, mais c'est la commission de recours qui statue. Théoriquement, c'est clos, mais je sais qu'il y a encore des dossiers qui sont déposés. Et d'ailleurs, beaucoup veulent aller à l'ONE. D'accord. Nous prenons deux derniers messages. Bonsoir, j'aimerais connaître la décision du ministre de l'Éducation nationale concernant les élèves orientés dans les écoles privées qui n'ont toujours pas commencé les cours. Bonsoir, je suis... Vous pouvez me laisser déjà répondre à celle-là rapidement. Mais je pense que j'ai répondu en partie. Les établissements privés veulent être sûrs que les frais de scolarité soient payés. Les frais de scolarité seront payés, encore une fois, dans la limite de ce qui est soutenable. Et nous allons communiquer là-dessus très bientôt. Bonsoir, je suis un jeune bachelier 2020 et j'ai eu 12-23 au second tour du bac. Puis, lors de l'orientation, on m'a orienté dans une école de commerce, mais je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, on m'a réorienté à l'UOB au département d'histoire. Veuillez poser cette question à Monsieur le ministre, s'il vous plaît. C'est fait, et Monsieur le ministre va y répondre. Il y a trois confusions. Déjà, son 12-23 au deuxième tour. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Au deuxième tour, on est passable. On est passable. On est passable. Quand on est passable, c'est qu'on a 11. Donc, la moyenne du deuxième tour. Quand on a bac au second tour, on est passable. Donc, il interprète mal le fait qu'il ait rattrapé ses points avec sa moyenne finale et la mention qu'il a. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cas pratique. C'est sûrement un étudiant qui a confondu son vœu avec la décision finale. D'accord. Qui a pensé qu'il suffisait d'entrer dans le SIGOR et que les choses étaient ainsi faites. S'il en est ainsi, ce n'est pas la peine de mettre en place une commission technique, si le vœu est la décision finale. Donc, le vœu est un vœu et il a été bien expliqué que le vœu des parents, le vœu des enfants seront confrontés au dossier de l'enfant et examinés par les conseillers d'orientation, dont c'est le travail. D'accord. Donc, il a certainement été orienté en histoire géo au vu de ses moyennes. D'accord. Monsieur le ministre, nous refermons progressivement cette émission. Et puis, il y a aussi la question de l'ANBG qui s'oppose. Il y a un budget, il y a une enveloppe, allez, on va le dire, importante, colossale, que l'État octroie donc à l'ANBG pour la gestion justement des étudiants, des élèves. Qu'en est-il concrètement? Quel bilan, vous, aujourd'hui, vous faites du fonctionnement de l'ANBG? Bon, je pense que l'année n'est pas terminée. Il y a eu un problème avec les boursiers 2019-2020 qui est en voie d'être résolu. Je pense qu'on était depuis 2010 sur une bonne dynamique avec l'ANBG, disons les choses telles qu'elles sont. Et puis, le décret 404 a facilité les choses puisque presque tout le monde avait droit à la bourse. Il suffisait d'avoir le bac et on avait droit à la bourse pour le cycle, donc ce qui a posé d'ailleurs d'énormes problèmes. Le fait de donner le bac pour le cycle, ça veut dire
plus une année d'échec. Donc vous entrez à l'université, vous entrez pour le diplôme de licence, vous avez la bourse pendant 3 ans automatiquement, et pendant 4 ans, en réalité, plus une année d'échec. Donc ce système-là a été un peu à l'origine de la situation qu'on a connue. Ça fait exploser l'enveloppe des bourses. Et il y a beaucoup d'étudiants qui étaient en réalité des étudiants fantômes. Alors, tous les étudiants ne sont pas des étudiants fantômes. C'est dans la mesure où il n'y avait pas de contrôle de la scolarité et que la bourse était garantie sur le cycle. Donc, je pense que c'est le premier enseignement qu'il faut tirer de la gestion des bourses et du décret 404 qui a gonflé la bourse et qui a induit un système vicieux qui a favorisé les élèves non méritants au détriment des élèves méritants. Quelle solution a été apportée à cela? Qu'est-ce qui a été corrigé? La commission technique est plus regardante, en travaillant avec les établissements sur l'assiduité des élèves en cours. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et puis, tout en préservant un tant soit peu la dimension sociale de la bourse, parce que ne nous voilons pas la face, elle a une dimension sociale. Il y a des enfants de familles démunies, la plupart, qui comptent pour subvenir à leurs besoins. Nous allons de plus en plus vers un système qui reconnaît aussi le mérite. Il n'est pas normal que quelqu'un qui a 15 de moyenne, 16 de moyenne, n'ait pas une prime à son effort, à son mérite, à l'excellence. Il n'est pas normal qu'il ait la même bourse que quelqu'un qui a 9 de moyenne. Donc, les nouvelles dispositions, suivant les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, veulent corriger ces effets injustes qui font le lien à l'iniquité, parce que précisément, sans, encore une fois, renier la dimension sociale des bourses, il ne faut pas oublier ceux qui font un peu mieux et qui ont droit à une prime, à une bourse de mérite, à une bourse d'excellence, à une bourse d'honneur. D'accord. Monsieur le ministre, on referme avec là aussi une question d'actualité. C'est une gangrène dans le milieu de l'éducation nationale. On parle bien de la question de la violence, justement, dans nos établissements. Des indiscrétions nous ont laissé entendre qu'avant le plateau, vous étiez, vous inclinez donc aux obsèques du jeune Mulungi Warren David, donc qui ramène encore au goût du jour ce problème qui a du mal finalement dont on a l'impression que le ministère a du mal aujourd'hui à lutter contre la violence en milieu scolaire. Qu'est-ce qui est concrètement fait, monsieur le ministre, aujourd'hui en matière de lutte contre la violence dans nos établissements? Est-ce que les parents vont toujours avoir la peur au ventre quand ils voient leurs enfants partir le matin, se dire est-ce qu'ils vont revenir? Qu'est-ce qui est concrètement fait en quelques minutes, monsieur le ministre? Je voulais d'abord dire, je n'étais pas au décès, mon équipe y était, le ministère a essayé d'accompagner la famille à qui je présente encore une fois mes condoléances et dont je salue la grande dignité et la grande responsabilité. Maintenant, permettez-moi de vous reprendre par cet exemple-là. Et je pense que c'est important de resituer les choses. Il ne faut pas dire que toute violence est une violence en milieu scolaire. On parle précisément de celle qui est en milieu scolaire, monsieur le ministre. Oui, non, mais précisément, il n'était pas en milieu scolaire. D'accord. Parce que poser les problèmes comme ça, c'est oublier que la violence, elle est d'abord sociétale. Le jeune qui a été assassiné à la sortie des cours. Il n'était pas en milieu scolaire, il était aux abords des établissements. Bref, je ne veux pas chipoter là-dessus. Parce que le problème reste présent. Oui. Non, mais attention. Si vous mettez la focale sur le milieu scolaire et pas sur la société, vous n'aurez pas les vraies solutions. Vous n'aurez pas les vraies solutions. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir si les agressions augmentaient dans l'enceinte de l'établissement, dans le milieu immédiat de l'établissement. Et ça, nous allons communiquer bientôt là-dessus. Maintenant, il faut comprendre que la violence en milieu scolaire n'est qu'une conséquence de la violence que l'on constate à l'échelle mondiale déjà, que l'on constate à l'échelle, mais il suffit de voir ce qui se passe dans le pays qui nous est le plus proche, la France. La société est devenue violente à l'échelle mondiale et le Gabon n'échappe pas à cela. Donc il faut régler d'abord la question de la violence de la société. Et la violence de la société a des répercussions dans les familles, dans les quartiers, et se transporte dans le milieu scolaire. Donc c'est une question de société. Qu'est-ce que nous faisons dans le milieu scolaire? Et je tiens à signaler, et ça il faut le relayer parce qu'on ne le relaie jamais assez, que depuis l'année dernière, nous n'avons pas eu d'incident à l'intérieur des établissements. Mais pourquoi? Parce que nous avons mis en place un système de contrôle des sacs à l'entrée des établissements
avec 303 auxiliaires de sécurité qui font ça chaque matin. Et près de 60 élèves ont été pris, vont passer en conseil de discipline, soit ou vont être poursuivis pénalement, soit pour possession d'armes blanches, possession de drogue, violence sur condisciples. Mais la violence s'est déplacée à l'extérieur des établissements. Les élèves organisent des batailles rangées à l'extérieur des établissements. Donc, pour régler cette question-là, il y a évidemment à l'intérieur de nos établissements le dispositif qu'on a mis en place et qui porte ses fruits. Je vous dis que chaque jour, on saisit des armes blanches. Il y a la prise en compte de la gouvernance même. Nos chefs d'établissement ne sont pas suffisamment formés pour répondre à cette question-là. Il y a la restructuration de cet environnement-là avec la redéfinition du rôle de surveillant. Il y a l'implication des associations des parents d'élèves. Ça, c'est au niveau de l'établissement. Mais encore une fois, il y a le travail à la maison des parents. Donc c'est un travail d'ensemble. Il y a les parents, il y a les enseignants, il y a surtout les élèves également interpellés. Il n'est pas juste de dire que le problème n'est pas contenu. Il y a un début de résultat. Nous avons un quadrimestre avec quelques incidents à l'extérieur des établissements précisément. Et donc, le travail va continuer. On referme l'émission, puisque le temps qui nous était imparti est arrivé à sa fin. Voilà, directement. Monsieur le ministre, 15 secondes, mais vraiment pour un mot de la fin. Ben, je vous remercie, parce que nous avons abordé essentiellement la question de l'orientation. C'était l'objectif. Je voulais rassurer les étudiants. Il y a 2400 élèves qui ont été orientés à l'ONE. Sur les 2400, il y a 100 qui ont émis le vœu d'être réorientés. Leur vœu a été tenu compte pour une bonne partie. Les autres vont être pris en charge, comme je vous l'ai dit tantôt, dans le cadre d'un dispositif dans lequel l'ONE joue le rôle de pivot et seront accompagnés. Et puis, pour les autres, nous allons continuer à les suivre et surtout, il faudrait que nous comprenions que l'orientation, ce n'est pas seulement après la terminale. L'orientation commence bien plus tôt, dans le primaire, dans le secondaire, et nous allons nous atteler à mettre en place ces leviers-là. Il est important de le dire. Et nous devons dorénavant vivre avec ce système d'orientation-là qui va garantir le maximum donner aux enfants le maximum de chances pour accéder au marché de l'emploi. C'était le mot de fin du professeur Patrick Mugiama Daouda, ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, qui répondait donc à nos questions autour de la problématique de l'orientation. On espère que vous avez eu plusieurs informations et que peut-être il y aura moins de plaintes, Nice. On espère qu'il y aura moins de plaintes parce que tout a été dit sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et surtout merci à vous d'avoir suivi et réagi à l'émission. On aura le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle aventure du Grand Banja. Demain matin, à une certaine heure, on va dire entre 11h et midi, vous avez le rendez-vous avec Week-end Loisirs. Et 10h, autant pour moi, vous avez rendez-vous avec Week-end Loisirs. Et on vous souhaite un agréable week-end sur les antennes de Gabon Première. Bonne soirée à tous. À lundi.